faire le parcours de M. Seck, qui est kinésithérapeute au service de médecine physique de l'hôpital général Idrissa Pouye, secrétaire général national du syndicat démocratique des travailleurs de la santé et du secteur social, SDT 3S. Infirmier diplômé de formation, titulaire d'un troisième cycle en administration et gestion des services de santé du César. Il a eu son master en gestion des ressources humaines du César, licence en gestion des entreprises du César, diplômé d'État en kinésithérapie ou physiothérapie. Il a exercé le métier d'infirmier d'État pendant 5 ans à Tamba au service de pédiatrie du centre de santé comme chef de service, toujours à Tamba au district sanitaire en tant qu'infirmier chef de poste à Bamba Thialé. Il est membre équipe cadre aussi du district de Tamba et a participé à plusieurs élaborations de programmes de santé dans les régions de Tambacounda et de Kédougou, surtout de plans opérationnels pour P10, plan de développement intégré de la santé. Il a également travaillé comme infirmier à Ogi aux soins intensifs de la chirurgie générale de l'hôpital, en tant que kinésithérapeute au service de médecine physique du dit hôpital. Le voilà également enseignant, formateur à l'NDSS, département de kinésithérapie. Il dispense des cours de physiologie articulaire et a encadré plusieurs mémoires. Monsieur Seck a soutenu son mémoire pour l'obtention de son diplôme d'État en kinésithérapie sur la prévalence de la scoliose en milieu scolaire au plan associatif et syndical. Monsieur Seck est secrétaire général de l'ANIDES, Association nationale des infirmiers d'État, président de l'association des kinésithérapeutes ASKIR, secrétaire administratif au SUPSAS, secrétaire général Union régionale UNSAS Tambacounda, secrétaire général SD3S actuellement et président commission médicale AS Pikine. Donc voilà M. Seck, sous vos applaudissements. Voilà. Maintenant, il va vous faire la présentation sur les contrats de travail au Sénégal. Merci beaucoup, M. Seck. Très honoré par votre association pour m'avoir associé à cette rencontre. Je vous encourage et vous félicite pour ce travail dans le cadre de la réflexion parce que comme elle l'a souligné tout à l'heure, je suis un homme issu du mouvement associatif. Comme l'a expliqué, partout où je suis passé en tant que travailleur, j'ai eu à participer par mes maigres moyens au développement de cette corporation. Comme il l'a dit, en tant qu'infirmier, j'ai été secrétaire général de l'Association nationale des infirmiers d'État. Et en tant que kiné aussi, j'ai eu la chance d'avoir 2 mandats en tant que président. Ils sont arrivés à expiration. Maintenant, je suis plus le président. C'est le frère jumeau de mon frère qui est actuellement le président, qui était l'ancien secrétaire général. Et ils m'ont fait l'honneur de me nommer président d'honneur de cette association. J'ai travaillé aussi en collaboration avec votre association qui est très dynamique. Je salue au passage le président Seck, parce qu'ensemble on avait mis en place, quand j'étais président de l'association des kinés, la fédération des associations des structures des techniciens supérieurs de santé. Il y avait presque 8 associations. Cette association était dirigée, la fédération était dirigée par Awa Kamara, qui est la présidente de l'association des techniciens en néphrologie. Donc, je pense que je vais vite aborder le sujet avant de définir le plan. Malheureusement, on n'a pas pu projeter, mais je vais envoyer à Diao tout à l'heure pour qu'il les partage avec vous. Essayer d'être un peu bref, et tout en essayant de donner, en tout cas, ce que vous attendez vraiment de moi. D'abord, je vais vous donner le plan. Après l'introduction, il y aura la définition des concepts.
Ensuite, on parlera des dispositions réglementaires qui régissent. Ensuite, on va parler du contrat de travail, mais aussi de la responsabilité pénale. Je pense que Diaw l'a abordé tout à l'heure, mais on va y revenir. Maintenant, en ce qui concerne l'introduction, c'est dans un contexte, vous savez, nous tous, je le dis, nous sommes en sursis. Les événements qui se sont passés à Louga, avec l'affaire Assouna, qui est député de son âme. Il y a eu les événements aussi de Kaolack, avec le décès, en tout cas annoncé d'un enfant qui ne l'était pas. Il y a la situation qui est arrivée à Tivaouane, où certains de nos camarades ont été emprisonnés, parce qu'il y a eu des enfants qui ont été brûlés dans un service de néonatologie. La dernière est arrivée à Kédougou, où 3 de nos collègues, gynécologues, instrumentistes et anesthésistes, ont été emprisonnés tout simplement parce qu'on les reprochait des fautes. Mais tout cela reste lié au fait qu'il y a une absence de cadre juridique. Tout à l'heure, j'ai entendu Diaw parler est-ce qu'on a réglementé en ce qui concerne les techniciens en biologie. Ce n'est pas uniquement les techniciens en biologie. Vous savez ce qui est extrêmement grave pour notre pays, c'est qu'à l'heure où on parle, il n'y a même pas de code de la santé, excusez-moi. Il n'y a même pas de code de la santé. Vous savez, récemment, vous avez entendu les journalistes se plaindre parce que ce n'est pas réglementé. Et récemment, ils sont parvenus à avoir un code de la presse. Vous savez, l'avantage du code de la santé, ça réglemente toutes les corporations qui sont dans notre secteur. Il y en a qui ont la chance d'être réglementés, comme il l'a dit, par des hommes. Il y a l'ordre des médecins, il y a l'ordre des pharmaciens. Beaucoup d'autres corps, il n'y a pas de réglementation. Et d'ailleurs même, il peut arriver qu'il y ait des usurpations de fonction. Chez vous, peut-être, tout à l'heure, je me rappelais différents types de formation en matière de biologie, surtout de biologie médicale. C'est ce qui fait le charme de chez vous. Il y a plusieurs types, mais aussi ça peut être un handicap pour vous. Et je pense que dans l'avenir, il faudra que vous travaillez dans le cadre de l'harmonisation des curricula de formation et de définir un corps, même s'il faut les hiérarchiser, parce qu'avec le système LMD, on a la licence, le master et le doctorat. Peut-être chez vous, on parlera d'ingénierat, mais quelle que soit l'appellation, il est impératif aujourd'hui, parce que ça porte préjudice. Ça porte préjudice vous en tant que technicien. C'est arrivé lors de la validation de ceux qui doivent être reclassés dans la hiérarchie A2 avec le BRECATES. Le corps qui constitue le plus de problèmes, c'était le corps des techniciens en biologie. Il y en a même qui avaient des difficultés pour qu'on reconnaisse même le diplôme, et pourtant c'était des diplômes de valeur académique reconnus ailleurs. Mais c'est les dispositions administratives et réglementaires qui avaient déjà défini les corps qui devraient être reclassés au monde. Au-delà, nous allons définir quelques concepts. Je pense que vous les envoyez. Ce n'est pas nécessaire de revenir sur la définition, mais il y a deux termes fondamentaux, le droit et le devoir. Parce que le thème que vous avez développé, vous pouvez parler du rôle et des responsabilités. Quand on parle de rôle et de responsabilité, on parle de droit et de devoir de la personne. Le droit, c'est ce que ce qui m'appartient à moi. Soit c'est la Constitution qui me donne ça, ce qu'on appelle les droits acquis. Ou bien c'est les conventions internationales qui me permettent aujourd'hui d'avoir. Mais aussi j'ai des responsabilités parce que j'ai des droits, je suis un travailleur. Et ces responsabilités et des devoirs, ça peut être individuel, ça me concerne moi. Mais ça peut être dans un cadre collectif. Mais ça peut être aussi moral. Et ça, c'est extrêmement important. Il y a des choses que je ne ferai pas, que vous ne ferez pas, parce que la morale ne me permet pas de pouvoir le faire. Même si j'ai les moyens de pouvoir le faire. Je vais revenir sur ce que c'est un contrat du travail et comment rédiger un contrat de travail. Le problème majeur, c'est qu'il n'y a pas d'harmonisation de nos statuts, aussi bien dans l'administration publique
ministère de la Santé, il y a un problème réel, je l'ai dit tout à l'heure. Il y en a qui sont ici dans la structure, qui peut-être ont des contrats avec le ministère de la Santé, soit par Cobra, Giga ou Ismaël. Il y en a qui sont payés par des CDS. Il y en a qui dépendent des collectivités territoriales. Vous allez au centre de santé Mouamadou, vous allez au centre de santé Plateau, vous trouverez des techniciens en pays qui sont payés par la mairie. Il y en a qui sont recrutés dans la fonction publique, qui sont régis par la loi 123, qui sont des fonctionnaires. Parce qu'il y a le décret 77 887. Mais il y en a aussi qui sont dans cette même fonction publique, qui sont des techniciens en biologie, mais qui ne sont pas des agents fonctionnaires, mais des agents non fonctionnaires ou bien des agents décisionnaires. Donc il faut citer 10 statuts différents de personnel, de techniciens en biologie qui travaillent dans les structures sanitaires qui n'ont pas les mêmes statuts. C'est valable aussi dans nos hôpitaux, parce que le statut personnel qui est signé depuis 2016 n'est pas appliqué. Donc on peut arriver dans un laboratoire à Ogi, à Le Tanté, à Terre-Diamant, où on peut trouver quelqu'un qui est régi par le code du travail et d'autres qui sont régis par la loi 101-33 portant statut général du fonctionnaire. Et même parfois on peut avoir des militaires qui viennent travailler dans nos structures et qui n'ont pas les mêmes statuts, ou bien même des universitaires. Cela va traduire sur la manière dont on nous gère dans nos structures. Je reviendrai amplement. En premier lieu, je reviendrai quand moi je dois être recruté et que je dois travailler. Qu'est-ce que je dois veiller à ce que mon contrat soit écrit en bonne et due forme. Ce n'est pas moi qui vais rédiger le contrat, mais je dois veiller à ce que tous les éléments qui doivent figurer dans le contrat puissent y être et que le visa de l'inspection du travail puisse être fait. Je vais y revenir tout à l'heure parce que si c'est un Sénégalais, c'est l'inspection du travail. Mais si c'est un étranger, et je sais qu'il y a des étrangers parmi vous qui travaillent dans le pays, c'est la direction de l'emploi du ministère du Travail qui doit viser ça. Maintenant, comment rédiger un contrat de travail? Un contrat de travail a plusieurs formes. D'abord, pour la personne concernée, il faut ses filiations. Son nom, prénom, sa profession, son domicile. Voilà, la présentation, en tout cas les grandes lignes sont dans le groupe de l'ITBS. Parce que le PowerPoint que je devrais présenter, je l'ai envoyé dans le groupe. Donc il y a le nom qui concerne la personne, mais il y a aussi celui qui concerne l'employeur. Par exemple, si c'est un centre de santé qui doit me recruter, il faut des éléments concernant la structure elle-même, son adresse, son numéro de téléphone, s'il y a des itinéraires ou autre, on puisse le faire. Il y a des lieux de résidence habituels aussi des travailleurs qui doivent être précisés dans le contrat. Il y a aussi la nature et la durée du contrat. Et je reviendrai sur le type de contrat. Soit c'est un contrat à durée déterminée, soit c'est un contrat à durée indéterminée, ou bien c'est à l'essai, ou bien en tout cas c'est à l'apprentissage. Parce qu'il y en a qui sont dans des stages, ce qu'on appelle les stages rémunérés. Mais pour chaque type de contrat, il faut que la personne puisse savoir quels sont ses droits, quels sont ses devoirs, et en cas d'abus, qu'est-ce qu'il doit faire par rapport à la situation. Il y a la qualification aussi de la catégorie de la personne. Mais il y a aussi le salaire. On doit mettre ce que la personne doit gagner et les avantages évalués, parce que ce n'est pas uniquement le salaire. Il y a aussi le ou les emplois que le travailleur sera appelé à tenir. Il y a aussi les lieux où le travailleur sera appelé à servir. Il y a les références aux textes réglementaires et la convention qui est appliquée. Cet élément-là est d'une importance capitale, c'est-à-dire les textes qui régissent. Moi, j'ai été recruté par la fonction publique sénégalaise. Ma référence de base, c'est la loi 101-33 portant statut général du fonctionnaire. Mais au-delà, il y a ce qu'on appelle la loi 61-34 pour les agents non fonctionnaires. C'est-à-dire qu'on peut être dans l'administration publique, et c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Beaucoup d'agents, parce qu'on doit aller vers les élections paritaires. Et ce qu'on a remarqué, quand on nous a donné le fichier, actuellement dans le secteur de la santé,
il y a plus d'agents non fonctionnaires que d'agents fonctionnaires. Parce que pour être fonctionnaire dans le passé, il y avait ce qu'on appelait la limite d'âge. Il fallait entrer dans la fonction publique à moins de 40 ans. Et là, vous cotisez ce qu'on appelle OFNR, le Fonds National de Retraite. Alors que si vous êtes un agent fonctionnaire, vous cotisez à l'IPRES. C'est ça la différence. Les modes d'avancement et les plans de carrière aussi diffèrent. Ça, c'est des éléments fondamentaux que la personne doit savoir. Si vous êtes maintenant un agent qui est recruté par les structures, il y a deux dispositions qu'on vous impose en termes de loi. C'est le code du travail et la convention collective. Mais il peut arriver qu'on puisse avoir des conventions maison. C'est-à-dire la maison va définir sa propre convention avec les éléments qu'on doit mettre pour rapport à ces mêmes personnes. Maintenant, les différents types de contrats, je les ai dit, il y a les contrats que l'on appelle les contrats atypiques et les contrats typiques. Les contrats atypiques, c'est les contrats de pré-emploi, c'est-à-dire avant l'emploi. Vous savez, avant, les dispositions du code du travail étaient assez rigoureuses par rapport aux employeurs. Mais le patronat, à une certaine période, était devenu tellement fort que beaucoup de choses ont été changées. Et d'ailleurs, même c'est pour ces raisons qu'il y a la facilité pour certains entrepreneurs de licencier des agents. Parce que maintenant, il y a plus de dispositions qui permettent à l'inspection du travail de s'opposer. Une entreprise peut te dire pour des motifs économiques, je peux licencier des agents parce que je ne peux plus fonctionner. La seule chose qu'on dit à cette entreprise, si vous licenciez ces mêmes personnes, s'ils occupent un poste par exemple de technicien en biologie, pendant 6 mois, vous n'avez pas la possibilité de recruter à ce poste. Après les 6 mois, pendant 2 ans, si le poste est réouvert, en priorité, c'est l'agent qui était là-bas, qui avait été licencié, qui doit être repris à ce poste. Les autres éléments par rapport aux différents types de contrats atypiques, il peut arriver que parfois les gens en abusent. Vous allez dans nos structures, il y a beaucoup de contrats de prestation qu'on signe. Je pense qu'il y en a certains, à Ogi ou ailleurs, on les fait ce qu'on appelle, même à l'hôpital d'Antec. Récemment, c'est le petit problème que les gens ont eu. Sur presque, il y a plus de 500 personnes qui ont eu des contrats de prestation. 500. 400 contractuels à l'hôpital d'Antec. C'est pour ces raisons que quand on a voulu délocaliser ou en tout cas réfectionner l'hôpital d'Antec, il y a eu des difficultés. Je dis à tout le monde, le contrat de prestation n'existe pas dans les dispositions du Code du travail et de la convention collective. Non. Parce que dans un contrat de prestation, il n'y a pas de relation de subordination. Ça veut dire le contrat de prestation peut lier l'hôpital à une entreprise, par exemple le gardiennage. Parce que l'agent ne relève pas de la responsabilité de l'hôpital, mais de la structure contractante. Le nettoiement aussi la même chose. Donc, dans les dispositions réglementaires, on te dit un contrat. Les 4 types de contrats là, si est établi que vous faites travailler à une personne et que ce n'est pas défini, c'est un contrat qui sera considéré comme un contrat à durée indéterminée. Je l'ai dit à Ogi dans cette période, quand vous faites 2 contrats à durée déterminée, parce qu'on les considère comme des contrats à durée déterminée, on doit requalifier ces contrats en contrats à durée indéterminée dans la structure. C'est ça que la loi dit. Donc pour l'ensemble des contrats de prestation, si les gens devraient aller en justice, devraient être requalifiés au niveau de l'inspection du travail comme des contrats à durée indéterminée. La même situation était arrivée à Barcelone. Quand le nouveau directeur est arrivé, il y avait presque plus de 300 contrats. Heureusement, il a pris le soin de requalifier ces 300 contrats en contrats à durée déterminée. Je reviendrai sur les contrats atypiques. C'est les contrats d'apprentissage. On considère que vous êtes là, peut-être vous avez la qualification, mais il vous reste la main. On vient nous proposer un stage rémunéré. On vous paye pour travailler, mais ça ne fait pas partie des éléments qu'on peut dire que c'est un contrat à durée déterminée. Non. Maintenant, quand c'est fini, vous partez. L'autre élément, c'est le contrat, c'est à l'essai. L'engagement ne renouvelle qu'une seule fois. C'est-à-dire, si c'est renouvelé une seule fois, si vous
types de contrats qui sont en rapport avec une activité. Par exemple, aujourd'hui, vous pouvez être technicien en biologie. Il y a des chantiers qui doivent être faits par une entreprise pour 4 ans. Donc la durée du chantier c'est 4 ans. Mais ils ont besoin, parce qu'ils ont beaucoup d'ouvriers, d'une structure médicale. Ils ont besoin d'un technicien en labo, d'un médecin ou autre. Ça, il faut recruter le temps de la durée du contrat. Donc c'est pas un contrat à durée déterminée. Parce que une fois que le chantier est terminé, c'est sûr que ce qui voulait va finir. Donc vous ne pouvez pas poursuivre en disant qu'il y a un contrat à durée indéterminée. C'est valable aussi pour les journaliers, les tâches de travail comme les dockers et autres. Ça, tu peux travailler plusieurs années sans pour autant que cela puisse être considéré parce qu'on appelle les contrats saisonniers. C'est en rapport avec une activité qu'elle est bien déterminée. C'est différent de l'autre contrat à durée indéterminée. Donc, une fois que ces contrats, maintenant, vous avez un contrat à durée indéterminée, vous êtes un travailleur, vous avez des obligations dans ce que vous faites. Maintenant, dans la structure où vous travaillez, il peut arriver que vous fassiez une faute dans l'exercice de votre fonction. Et si vous faites une faute, il y a des mesures disciplinaires qui sont prises. Si vous êtes un fonctionnaire, c'est l'article 43 de la loi 3133 qui est défini. Et c'est hiérarchique. Il y a 3 types de sanctions, ce qu'on appelle les sanctions de premier, de deuxième et de troisième degré. Les sanctions de premier degré, c'est les avertissements, c'est les plans. Ensuite, il y a l'interrogation qui parfois ne dure pas 6 mois et autres. Mais ces sanctions, l'avantage de vous en tant qu'agent fonctionnaire, vous avez un directeur d'hôpital. La loi ne donne qu'à ce directeur, si vous êtes fonctionnaire, de prendre uniquement les sanctions de premier et de deuxième degré. Donc, si vous faites des fautes, même le fait de couper votre salaire, le directeur ne peut pas le faire. Tout ce qu'il peut faire, c'est envoyer un rapport. Et ce rapport va aller, si c'est des faits de grève ou autre d'absence, au niveau du ministère, et un dossier est envoyé au niveau de la fonction publique avant que ça n'atterrisse au niveau des finances. Et c'est une commission qui doit se réunir au fond de dossier. Donc, personne n'a le droit de couper votre salaire, de vous exclure. Donc, les sanctions majeures qu'un directeur d'hôpital peut prendre pour un fonctionnaire, la plupart du temps, c'est plan. Maintenant, il faut encourager une procédure qui peut aboutir à votre radiation au niveau de la fonction publique. Maintenant, si c'est un agent contractuel, là, il y a des dispositions qui le régissent. Mais pour chaque chose, quand l'agent fait une faute, obligatoirement, vous ne pouvez pas sanctionner cet agent tant que vous ne l'aurez pas donné une demande d'explication. C'est le préalable. On ne peut pas vous sanctionner sans pour autant vous permettre de vous défendre. D'avoir au moins posé, comment on l'appelle encore, une demande d'explication. Donc ces différentes sanctions qui sont au niveau du... C'est la loi, je l'ai dit tout à l'heure, la loi 6133, mais il y a aussi l'article 16 de la convention collective. Le premier, c'est la réprimande. Deuxième, c'est l'avertissement qui peut être verbal, comme ça peut être écrit. Il y a une mise à pied de 1 à 3 jours et une mise à pied de 4 à 8 jours. Mais il va arriver parfois pour ces mises à pied de 4 à 8 jours qu'on fonctionne une partie de votre salaire. Et le dernier, c'est le licenciement. Mais la plupart des licenciements, c'est parce que vous faites une faute lourde. Comme on l'a souligné tout à l'heure, dans l'exercice de votre fonction, vous battez dans la structure, vous blessez quelqu'un, vous avez été jugé et condamné. Mais quand il y a une condamnation pénale, vous ne pouvez pas être retenu dans les structures et les gens peuvent vous licencier. Maintenant, chacun aussi a ses voies de recours. Quand vous êtes un agent, vous entrez léger dans le cadre de votre travail, vous pouvez saisir directement l'inspection du travail. Mais l'inspection du travail ne juge pas, tout acte. L'inspection du travail qui fait ce qu'on appelle la conciliation. Il appelle les deux parties. Ce fait qu'il y a quelqu'un qui le fait tout, ou on peut dire le côtoie, ce fait que maintenant, l'inspection du travail ne parvient pas à trouver des solutions, immédiatement, on transfère le dossier au niveau du tribunal du travail, du département.
département là où vous travaillez, avec comme fond de dossier un rapport établi par l'inspection du travail. C'est comme ça que ça se passe. Et maintenant, c'est au tribunal du travail de vous juger si vous avez raison ou bien si vous n'avez pas du tout raison. Donc, je pense que j'ai parlé tout à l'heure des dispositions réglementaires. Si vous avez un régime, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la loi 101-33 portant général des fonctionnaires. C'est le code du travail, c'est la convention collective, et c'est les conventions internationales ratifiées par le Sénégal. Aujourd'hui, au début, il y a une OIT, l'Organisation internationale du travail. Les conventions que le Sénégal a ratifiées sont au-dessus de notre constitution. Et les gens sont obligés de les respecter. Il y a aussi les arrêtés, les textes, parce que l'arrêté ministériel, ne peut être valable que lorsque cet arrêté a des visas. Parce que même si le ministre est délégataire de signature, il ne peut pas légiférer. Il ne peut pas réglementer du moins. Parce qu'il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle la réglementation qui relève du président de la République, ce sont les décrets. Il y a aussi la législation, c'est l'Assemblée nationale qui vote les lois. C'est pour ça que ça se passe. Et le ministre est délégataire de signature. Mais quand il fait un arrêté, pour que cet arrêté-là puisse faire force de loi, il faut impérativement qu'il y ait des visas. Mais un arrêté qui n'a pas de visa n'est pas du tout. Voilà. Ça, c'est pas la discussion dans le cas. Donc, ce sont les discussions, en tout cas, maintenant pour la responsabilité pénale, qui a revenu tout à l'heure, on a parlé du secret professionnel, on a parlé dans l'exercice de ses fonctions de faire une erreur médicale, mais aussi le non-assistance à personne en danger. Ça va au-delà des dispositions du code de la santé et du citoyen. C'est-à-dire qu'un citoyen simple, lambda, qui trouve une personne qui est en danger, ne l'assiste pas, il y a top. Il y a aussi l'exercice illégal de la profession. Maintenant, je vais revenir sur les considérations générales liées au travail que vous faites chaque jour dans votre structure. Parce que vous manipulez du sang et des produits dérivés, que ce soit du sang ou autre. Et tout à l'heure, on l'a dit, nous faisons de la sémiologie, qu'il soit infirmier, physiothérapeute, médecin ou autre. C'est-à-dire, c'est la clinique. Aujourd'hui, le malade présente des symptômes, le malade présente des signes. Mais c'est l'examen paraclinique qui me permet d'avoir la confirmation du diagnostic. C'est le laboratoire, c'est la radiologie, en tout cas, tous les services d'aide au diagnostic. Maintenant, qu'est-ce qu'on utilise couramment? C'est du sang. Le sang, on fait le prélèvement. Tout à l'heure, on a dit dans certains services, ce sont les infirmiers qui font le prélèvement. Il a parlé tout à l'heure de l'étiquetage. C'est-à-dire qu'ils ont tout le processus du prélèvement. Par exemple, on peut demander à un malade de faire un groupage parce qu'on devrait le transfuser. Après les résultats de labo qui ont décelé que c'était un malade anémié par exemple. Mais quand cela va être fait, le prescripteur, il a demandé qu'on fasse le prélèvement pour le malade pour savoir son groupe sanguin. À partir des résultats que vous donnez, immédiatement, il fait une demande à la banque de sang pour transfuser. Et il fait la prescription que l'infirmière doit faire. Il a tout le processus, que ce soit au niveau du prélèvement, de l'étiquetage, tout peut arriver. Ça peut être la faute de l'infirmière, ça peut être la faute du médecin, ça peut être la faute du technicien biologiste. Mais toujours, nous en tant qu'infirmiers, on nous avait appris, quel que soit Alpha, la confiance n'exclut pas le contrôle. Et vous avez appris ce qu'on appelle le post-machine. Vous avez toujours, et même il y a toujours des 100 témoins qu'on devrait refuser. Et nous, à chaque fois, on nous disait ne transfuser jamais le sang sans pour autant prendre du sang de ce malade, prendre du sang qui devrait être transfusé pour voir si ce qu'on a marqué sur le groupe O, c'est ça ou c'est pas ça. Donc ces mêmes mesures et ces mêmes exigences sont
plus importantes pour ceux qui sont chargés de dire que ça, c'est le groupe A, c'est le groupe B, c'est le groupe C. Parfois, on peut y déborder, on ne peut pas comprendre. Tout à l'heure, il a donné des exemples. Quand vous faites des erreurs de diagnostic sur le plan préclinique, impérativement, le médecin, l'infirmier ou tous ceux qui doivent prendre des décisions vont faire des erreurs. Donc, il est impératif quand on dit qu'on fasse. Mais la situation actuelle est qu'on a un pouvoir exorbitant du procureur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est la clameur populaire. Et quand il y a la clameur populaire, l'État cherche à apaiser. Et en pensant à apaiser, nous constituons les couches vulnérables de la société. C'est pour cette raison que vous avez vu à Louga, on avait arrêté des sages-femmes, un gynécologue qu'on avait ensuite libéré. À Louga, on a arrêté aussi des sages-femmes. À Kédougou, on l'a fait. Du touche du bois, on n'a pas encore arrêté des techniciens en biologie. Mais j'ai dit, tout le monde est en sursis. On ne le sait pas, il y a de le secours. Mais tout cela reste lié au fait qu'il n'y a pas un cadre de protection. Vous allez en Europe, en France, quand vous faites des fautes, je dis des fautes, je ne parle même pas des erreurs, c'est la responsabilité de la structure. Parce qu'on suppose que l'agent de santé qui vient dans la structure ne vient pas pour tuer, ne vient pas pour handicaper. Mais c'est dans l'exercice de sa profession qu'on peut faire des erreurs. Et la plupart, ce n'est pas des responsabilités pénales, c'est-à-dire qu'on met en prison comme on fait ici. Mais c'est des dommages que la structure paye sur la base de ce qu'on vous a expliqué tout à l'heure. À moins que la faute est établie que c'est du mon côté. À moins que c'est établi. Et dans tous les processus que vous avez vus, les procureurs en charge ont salué nos camarades ce qui s'est passé à Kédougou. Sur la base d'un rapport fait par un médecin qui a décrit comment le tout se passe, mais qui a été mal interprété jusqu'à parler d'homicide volontaire, ce qui est d'une extrême gravité. Parce que même dans la circulation, vous avez vu la plupart des accidents aussi graves, il y a eu des morts d'hommes. Chaque fois, on dit homicide involontaire. Mais pourquoi dans la santé, on est venu pour parler d'homicide involontaire? L'autre élément, c'est ce qui s'est passé à Louga, c'est ce qui s'est passé à Kaolack, c'est ce qui s'est passé aussi à Gao. C'est la raison nous demandons à tout le monde d'abord d'être vigilants, de faire beaucoup attention et de savoir qu'aujourd'hui, nous tous sommes en sursis. Et si nous voulons nous protéger, il est impératif que l'on fasse en sorte aujourd'hui d'être prudent, ce qui n'est pas toujours évident dans les conditions où l'on travaille, mais aussi de faire en sorte de faire le moins d'erreurs pour permettre de sauver des vies humaines. Parce que chaque fois, je l'ai dit à Louga, quand on a essayé de prendre le gynécologue, j'ai dit, on a fait la situation, il y avait presque 4000 accouchements pour l'année 2021. Il y avait plus de 300 et quelques césariennes. Mais bien directement, ils frappent. On a des amis frappent, mais on n'a pas établi. Les gens oublient tout ce que vous avez fait. C'est ça l'ingratitude. À Kédougou, chaque année, il y a une fois avec les femmes, à part les paramédicaux. Les gynécologues sont acceptés d'y être. Et parfois, ils travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. Et face à une situation, il fallait sauver 2 vies humaines. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Malheureusement, à une certaine période, l'enfant était décédé. Il n'y avait pas beaucoup de choix d'essayer de sauver la maman. Il y avait un point de l'époque. Les gens n'ont pas fait ce effort. Mais de dire que celui qui les a tués, parce que tout simplement, on l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, il y a une force de la communication et des médias à travers les réseaux sociaux. Pas à faire pour nous met à lui demander nous avons l'obligation aussi de communiquer avec nos malades, de les expliquer
fa ngay liggéey lan mooy sa devoir ak lan mooy sa droit de collaborer. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Seck, pour cette brillante présentation. Je pense que c'est vraiment un sujet qui va susciter beaucoup de questions, vu l'importance vraiment du thème qui concerne le contrat de travail. C'est vrai que les techniciens sont confrontés à beaucoup de problèmes, surtout par rapport au contrat. Et dans la majorité des cas, c'est des contrats qui ne sont pas rédigés du tout. Et ce n'est pas seulement le cas des techniciens, mais souvent dans les structures sanitaires aussi. Il y a des médecins qui travaillent sans contrat de travail rédigé. Je pense que ça aussi c'est un problème majeur. Donc on va laisser à l'assistance le soin peut-être de poser des questions par rapport à sa présentation. Merci.